Depuis maman, mais en fin de compte, ça... Ah oui, d'accord, il n'y a pas que moi. Ça passe trop. T'es coincé dehors là? Je suis arrivée à 9h passées. 9h passées. On installe les verres ici, à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Déjà, merci de l'invitation. Merci d'être venus. Pas grand chose à rajouter finalement, parce que vous avez quasiment tout dit. Mais non, si je vais m'appuyer sur ce qui a été dit sur la présentation des associations d'avant, pour dire qu'en fait, je vais vous parler d'alimentation. Que l'alimentation, ça réunit quand même beaucoup de choses, parce que vous avez parlé d'autonomie énergétique, de maîtrise des coûts énergétiques, d'éducation populaire, de plein de choses qui convergent vers l'alimentation. Alors que quand vous avez eu la gentillesse de rappeler mon parcours, moi je vais rendre hommage à deux personnes qui m'ont bien accompagné. Évidemment, c'est une aventure collective, c'est pas une aventure individuelle. Et dans l'histoire de Bleu Blanc Cœur, il y a deux personnes, au moins, à qui je vais rendre hommage. Il y en a une qui va m'inspirer le plan de ce que je vais vous raconter. C'est un agriculteur, un producteur de lait de la région de Fougères, là, qui est coprésident de l'association avec moi, et qui s'appelle Jean-Pierre Pasquet. Et il me racontait une fois que dans son épi, c'est quand un agriculteur s'installe, il faut qu'il fasse une étude prévisionnelle d'installation. Donc il y a longtemps, le titre de son épi, c'était Observer, comprendre, agir. Donc je vais essayer de structurer un petit peu sur ce qu'on peut dire autour de l'alimentation sous l'angle observer d'abord, après essayer de comprendre et puis ensuite d'agir, parce que c'est un peu ces trois items-là qui ont structuré ce que j'essaye de faire depuis quelques décennies. Alors observer, vous l'avez dit, mais je suis agronome, j'avais choisi ces études-là, je ne suis pas issu du milieu agricole, mais j'avais choisi ces études-là un peu par il y a une espèce d'idéal des années 70, ce qui ne nous rajeunit pas. Et puis quand j'ai commencé à bosser dans le monde de l'élevage en 80, c'était pas tout à fait ce que j'imaginais. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est un œil un petit peu extérieur. J'arrivais d'Alsace, je découvrais tout un tas de choses. C'était l'époque où il y a plein de choses qui changeaient. Quand j'étais encore plus jeune, pour donner quelques exemples, les vaches elles faisaient 5 ou 6 veaux dans leur carrière, 5 ou 6 lactations. Aujourd'hui, les vaches en France, en moyenne, elles font, je ne sais plus si c'est 1,9 ou 2,1 veaux dans leur vie. Elles font plus que 2 lactations en moyenne. Quand j'étais jeune et qu'on faisait du vélo dans la campagne, il y avait beaucoup plus de cultures et de couleurs différentes dans les champs qu'aujourd'hui, quand vous faites du vélo. Là ça va parce que les maïs sont coupés, mais il y a encore 2-3 mois d'ici, vous voyez rien parce que c'est des espèces de grands murs de maïs. L'été, c'est d'immenses champs de blé. Un peu avant, vous avez encore un peu de fleurs jaunes de colza, mais c'est un peu une dominante des monocultures. Pour vous donner une idée, sur 14 millions d'hectares cultivés en France, il y a 5 millions 5 hectares de blé, il y a 3 millions d'hectares de maïs. Ça fait déjà 2 plantes qui font 8 millions et demi. C'est ça, sur 14 millions. On va faire la division. Enfin, c'est plus que la moitié avec 2 plantes. Après, il y a 1 500 000 hectares d'orge, il y a 1 200 000 hectares de colza. Puis après, il n'y a plus grand-chose. Il y a 700 000 hectares de tournesol encore. Et puis après, dans le nord, il y a des patates et des betteraves. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc, tout un tas de cultures qui ont disparu. Ça, c'est le chapitre j'observe. Après, j'essaye de comprendre. C'est pas compliqué d'essayer de comprendre qu'il y a un lien entre la diversité dans les champs, ce qui peut se passer dans les auges, et puis ce qui peut se passer dans l'assiette ensuite. Ce lien-là, si on essaye d'observer aussi, ces changements que que je raconte dans nos paysages, ils sont produits sur un demi-siècle. Moi, j'ai 60 ans, bientôt 61. Je me rappelle très bien que les choses ont changé très vite. Elles ont sûrement changé plus vite. C'est pas la nostalgie du bon vieux temps. C'est la réalité de la diversité. Vous parliez aussi de biodiversité. Alors, moi, je parle pas de biodiversité au sens strict, de compter les populations d'insectes dans les haies, etc. Mais en tout cas, la diversité dans les champs, elle a fortement diminué. Et c'est pas un phénomène français. C'est un phénomène planétaire. Il
si aujourd'hui on parle d'OGM, par exemple, j'ouvre pas le débat sur les OGM, je dis simplement que ça, on parle jamais de variétés OGM de sainfoin ou de chèvrefeuille, c'est des variétés OGM de maïs ou de soja, parce que ces deux plantes-là, à elles toutes seules, je ne sais pas le pourcentage que ça représente, mais c'est de très loin les deux plantes les plus cultivées au monde. Je crois que si on rajoute le riz ou le blé, maïs, soja, riz, blé, c'est 50% des surfaces cultivées du monde. Sous réserve, hein, mais je n'en veux plus du chiffre exact, mais c'est de cet ordre-là. Donc forcément, quand on se nourrit de ce qui pousse dans les champs, si on se nourrit de diversité, ben, il y a quand même une forte chance qu'on se nourrisse aussi de complémentarité, de tout un tas de micronutriments qui reviennent d'une graine ou d'une autre, etc. Et si on se nourrit de monoculture, forcément, on peut se dire qu'un jour ou l'autre, il y aura des carences qui apparaîtront. Ben moi, quand je commençais ma vie professionnelle, je vous racontais l'histoire des vaches qui faisaient 5 veaux, puis un peu plus de 4, et puis 3, et puis 2, etc. Mais c'était aussi la période où on appelait ça le système maïs-soja, ça existe toujours. Le maïs venait d'arriver dans les années 70, c'était un peu l'apogée de ces systèmes-là. Donc le maïs, c'était simple, hein, le maïs en silage, ça fait beaucoup d'énergie, ça nourrit bien les vaches, ça manque de protéines, on ramène du tourteau de soja, les vaches font beaucoup de lait, c'est vrai aussi pour les cochons et les autres animaux, enfin ils font pas de lait, mais ils poussent, ils font de la croissance, ils font de la viande, mais on voit apparaître des carences, et ces carences, on les corrige avec les camionnettes de gens qui passent dans les fermes et qui vendent des hépatoprotecteurs, des antiacidoses, tout un tas de médicaments des animaux. Et puis quand on observe tout ça, on se dit mais finalement ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les auges, ressemble beaucoup à ce qui se passe dans mon assiette. Ces 50 années-là, c'est aussi les 50 années où on a vu émerger ce qu'on appelle maintenant les maladies de civilisation. C'est le diabète, c'est l'obésité, c'est certains cancers, la dépression, l'Alzheimer. Alors les gens qui sont optimistes disent oui, mais c'est parce qu'on vieillit de plus en plus, donc forcément il y a des maladies qu'on ne connaissait pas, qui apparaissent maintenant et qui touchent tout un tas de gens. C'est sans doute vrai, mais il n'y a pas que ça. On est diabétique de plus en plus tôt, on est obèse de plus en plus tôt. En France, on n'est pas les plus mauvais de la classe sur certaines maladies, en règle générale, parce qu'on a encore un mode de vie, on en dira un mot tout à l'heure, surtout une façon de prendre ses repas qui est très protectrice. Mais globalement, toutes ces maladies-là, elles se développent de plus en plus, des maladies chroniques, de plus en plus vite, de plus en plus fort et de plus en plus jeunes. L'obésité, quand on nous dit les gens sont obèses, c'est juste de la thermodynamique, c'est parce qu'on mange plus qu'avant, ou au moins autant qu'avant, et on se dépense beaucoup moins. Donc c'est de la thermodynamique, je mange beaucoup de calories, j'en exporte peu, donc logiquement je stocke l'excédent. C'est vrai, la thermodynamique, je n'aimais pas ça à l'école, mais c'est une science assez forte. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Quand on dit les gamins, ils sont de plus en plus gros de génération en génération, il n'y a pas un mode de vie fondamentalement différent entre un garçon ou une fille de 12 ans et puis une autre qui a 10 ans, et pourtant il y a quelques points de plus d'enfants en surpoids dans ces générations-là. Il y a toutes ces maladies-là. Les premiers qui ont mis un lien entre des maladies dites de civilisation, qu'on définit comme des maladies épidémiques. Il y a une épidémie d'obésité, on dit, ou une épidémie de maladies cardiovasculaires, mais c'est des épidémies non infectieuses, ça ne se transmet pas, le diabète ou l'obésité, mais ça apparaît dans la population en même temps de façon forte. Et les premiers qui ont fait un lien entre ces maladies-là et l'alimentation, ça s'est passé aux États-Unis dans la période juste d'après-guerre. Les Américains avaient été très impressionnés par un problème médical, c'était l'infarctus d'un de leurs présidents, Eisenhower, qui était un type rayonnant de santé, puis qui a fait un infarctus. Et puis il commençait à y avoir beaucoup de problèmes cardiovasculaires aux États-Unis dans ces années-là, que je situe à la fin des années 50. Et ils ont essayé de rechercher pourquoi. Et il y a une équipe qui a mis en place une étude dite épidémiologique dans une ville des États-Unis, pas loin de Boston, un banlieue de Boston, qui s'appelle Framingham. Les gens qui sont un peu du monde médical connaissent le nom de Framingham, parce qu'on parle de l'indice de Framingham. Et là, ces médecins un peu statisticiens ont été regardés, mesurés,
les gens qui faisaient des problèmes cardiovasculaires, comment ils mangeaient, comment ils se comportaient, quelles étaient leurs habitudes, etc. Et très vite, ils ont réussi à faire des liens statistiques entre un certain nombre de choses. La première chose qui ressortait, d'ailleurs, c'est intéressant de le raconter, c'était la cigarette. Plus les gens fumaient, plus ils faisaient d'infarctus. À l'époque, c'était nouveau, on ne savait pas. Il a fallu 20 ans quand même pour que les compagnies de tabac l'admettent. Ils ont commencé, il faut lire les papiers de ce moment-là. Ils ont dit que c'était pas vrai, ensuite ils ont dit oui c'est vrai, mais que quand on met un filtre, le lien disparaît. Et il a fallu 20 ans pour qu'elles admettent cette vérité-là. Et puis cette équipe américaine, enfin une équipe qui travaillait dans le même secteur de l'épidémiologie, qui était dirigée par un grand ponte de l'épidémiologie qui s'appelle Ansel Keys, a eu l'idée d'aller voir dans différents pays. Et ça a été une étude qui s'appelle l'étude des 7 pays. Alors en fait, il y avait 7 pays, mais dans chaque pays, il y avait des sous-groupes. Et ils ont été voir comment mangeaient les Japonais, les Grecs, les Finlandais, les Hollandais, les Yougoslaves, les Américains, il m'en manque un, c'est pas grave, et les Finlandais, merci, et les Finlandais. Les Crétois, ils faisaient partie, c'était un sous-groupe des Grecs, parce qu'il y avait différentes régions dans chaque pays. Et ils se sont rendus compte que très vite, ils prenaient des populations homogènes, plutôt rurales, qui avaient gardé des habitudes alimentaires assez stables, des populations de 10 000 personnes, et ils regardaient dans ces 10 000 personnes combien faisaient un infarctus ou un autre problème cardiovasculaire. L'étude a duré 40 ans. C'est assez extraordinaire. J'ai rencontré quelqu'un qui a participé à l'étude et qui me racontait qu'il y avait encore des suivis il y a quelques années. Et très vite, ils se sont rendus compte que quand il y avait 200 morts, encore, je ne suis pas sûr de mon chiffre, mais de l'ordre de grandeur, c'est ça, quand il y avait 200 morts sur 10 000 personnes en Finlande, il n'y en avait que 3 en Crète, qui était un des sous-groupes de la Grèce, effectivement, et il n'y en avait que 20 ou 30 au Japon. Et puis il y a une espèce de gradient comme ça qui se dessinait, au moins en Europe, entre le sud et le nord. En gros, alors, après, on peut dire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a... les gens qui vendent de l'huile d'olive disent c'est de l'huile d'olive, plus on est au sud et plus il y a d'huile d'olive, mieux c'est. Ceux qui produisent du vin disent non, c'est le vin rouge contre la bière, c'est les légumes contre les patates, tu peux tout dire. Après il faut des preuves, c'est-à-dire que ça reste de l'observation, ils appellent ça d'ailleurs de l'épidémiologie d'observation. Ce qu'il y a de sûr, c'est que des populations tout à fait comparables au départ, en fonction d'habitudes alimentaires qui à cette époque-là étaient encore très différentes d'une population à l'autre, d'un pays à l'autre, qu'en fonction de ce que les gens mangeaient, il y avait des écarts énormes dans la mortalité cardiovasculaire et même dans la mortalité toute cause. Et les deux champions, les deux premiers de la classe, c'était la Crète, qui était un sous-groupe de la Grèce, c'était globalement les pays méditerranéens, et puis c'était le Japon, qui était entre la Crète et puis les autres pays du sud de l'Europe. Donc il a commencé à se dessiner à ce moment-là une épidémiologie d'observation, et puis un lien fort. Donc là je reste dans cette première partie, on observe un lien entre la façon dont les gens mangent et la façon dont les gens vivent et vivent en plus ou moins en bonne santé. Alors après, une fois qu'on a observé ça, faut essayer de comprendre. Donc sur cette partie, j'essaye de comprendre. Je vais rendre hommage à un deuxième compagnon de route qui s'appelle Bernard Schutt, qui est médecin, lui, qui est médecin à l'hôpital de Lorient, et qui a mené les premières études cliniques de notre groupe. Et Bernard est originaire d'Alsace aussi, son papa s'occupait du musée des Unterlinden à Colmar, pour ceux qui connaissent, et c'est un grand amateur d'art, et il fait une conférence remarquable, je crois que vous l'invitiez un jour, parce qu'il fait une très belle conférence où il raconte la nutrition rien qu'avec des tableaux de maître. Et dans cette très belle conférence, on voit un peu l'évolution de l'homme. Il y a tout un tas de tableaux très intéressants. Il commence évidemment avec le tableau d'Arcimboldo, qui date du 15e, avec, vous savez, les saisons, là, puis la composition, les tableaux de gens composés avec des légumes et des fruits, etc. Pour dire qu'on est ce qu'on mange, et puis ça continue, etc. Alors, on est quoi ? On est le fruit d'une évolution. L'histoire de l'homme, c'est une histoire qui se compte en quelques millions ou 1 million d'années à peu près. Et la fréquence de mutation d'un gène, la fréquence spontanée de mutation d'un gène, c'est de l'ordre d'une centaine de milliers d'années.
Et ce qu'il raconte dans sa conférence, puis que je vais essayer de vous faire partager, c'est que notre physiologie, les paysages ont beaucoup changé, les façons de manger ont beaucoup changé, mais nous, on n'a pas changé. Nous, nos gènes, c'est toujours des gènes de chasseurs-cueilleurs. L'invention de l'agriculture, le début du néolithique, ça date d'il y a 10 000 ans. C'est hier, à l'échelle de l'évolution du corps, de l'évolution d'un gène. 10 000 ans, c'est rien, c'est une seconde. Donc on a une physiologie, et cette physiologie, c'est une physiologie du paléolithique, c'est une physiologie de chasseurs-cueilleurs. Et il faut s'imaginer que notre corps, plus on rentre dans le... Tiens, c'est l'occasion de rendre hommage à une 4e personne qui a beaucoup compté pour moi, qui est un professeur de nutrition et de biochimie, qui est très doué, qui vous parle des enzymes, des machins. On comprend rien au bout d'un moment. Et puis à la fin, il ferme son cahier et dit, enfin, c'est l'occasion de rendre hommage à la personne qui m'a le plus appris en nutrition. Alors on s'attend tous à ce qu'il cite un grand professeur qu'on ne connaît pas non plus. Et là il dit, je vais rendre hommage à ma grand-mère qui m'a toujours dit, il faut manger tout et en petite quantité. Et qu'est-ce qu'on mangeait, enfin qu'est-ce qui a nourri notre évolution? C'est cette alimentation du paléolithique. C'est une alimentation qui était faite de racines, de viande, mais de viande d'animaux sauvages à l'époque. La chasse et la cueillette. On est physiologiquement des chasseurs-cueilleurs. Il ne faudrait pas nous lâcher dans la nature pour se nourrir comme ça, on ne survivrait pas longtemps. Mais physiologiquement, on est resté des chasseurs-cueilleurs. Et c'est clair que l'alimentation d'aujourd'hui, elle ne correspond plus, et depuis un bon demi-siècle, elle ne correspond alors plus du tout à notre physiologie construite tout au long de ce million d'années d'évolution. Pour vous donner un exemple, on parlait des études cliniques. Moi, j'ai participé à quelques études cliniques, mais aussi à ce qu'on appelle des études mécanistiques. On travaille là plutôt sur des souris, des rats, etc., pour essayer de comprendre un certain nombre de mécanismes. Et on a beaucoup travaillé avec une équipe du CNRS de Nice sur le mécanisme de développement du tissu adipeux. Je vous raconte juste ça parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Le tissu adipeux, c'est le tissu où il y a des cellules grasses qui sont là justement pour accueillir les excédents de nos repas. Si on mange 1000 calories et qu'on dépense 1000 calories, on n'a rien à stocker. S'il se trouve qu'un jour on mange 2000 calories et qu'on n'en dépense que 1000, on a 1000 calories à stocker. Mais ça ne se stocke pas comme ça. L'énergie de nos repas, elle est transformée, puis après elle est stockée dans des cellules qu'on appelle des cellules adipeuses, là, sous la peau. Et une fois que c'est tellement important, il faut s'imaginer à l'époque des cavernes, c'est tellement important de pouvoir stocker de l'énergie sous la peau, à une époque où on n'allait pas ouvrir le frigo pour se nourrir et où on avait du mal à stocker les aliments. C'est tellement important de stocker l'énergie sur soi, que ces cellules-là, c'est les seules cellules du corps humain qui ne meurent jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a fabriqué ici une petite cellule adipeuse, elle peut changer de diamètre, mais elle ne mourra pas. Il n'y a pas d'apoptose, il n'y a pas de mort cellulaire programmée. Pour ces cellules-là, elles seront toujours là. Ça explique d'ailleurs pourquoi les régimes, on parle de régime yo-yo, parce que la cellule, elle est là, puis elle est prête à accueillir. Dès que vous faites un excès, et il y a ce qu'on appelle le développement pondéral de l'obésité, le développement silencieux de l'obésité, non pondérale justement, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie, c'est-à-dire que c'est le moment où ces cellules-là se développent. Et pour que ces cellules-là se développent, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place, qui se sont mis en place au Paléolithique, il y a très longtemps, et évidemment, les gens qui sont arrivés jusqu'à nous, c'est ceux qui avaient cette faculté à stocker de l'énergie quand il en manquait. C'est formidable. Si on peut rester quelques jours sans manger, on a de l'énergie stockée sous la peau. On en avait terriblement besoin. Ceux qui n'avaient pas cette faculté-là, ça me fait toujours plaisir parce que de penser à ça, parce qu'il y a des gens qui sont énervants parce qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils ne prendront jamais un gramme. Et j'imagine que ceux-là, à l'époque des cavernes, ils n'auraient pas résisté une journée à une année où il n'y avait pas de mammouth. Ils mourraient à l'entrée de la caverne immédiatement. C'est rassurant, parce qu'ils sont énervants comme ça. Mais cette physiologie-là, elle nous a construit, elle nous a fait tel qu'on est, et maintenant on vit avec. Et quand on a cette physiologie-là, pour cet exemple-là, dans un monde où on devrait manger 2000 ou 2500 calories par jour, kilocalories, et puis qu'en fait, parce qu'on a en permanence un excès d'offres, on va en manger tous les jours 3000, ben notre physiologie, elle fonctionne, et puis elle stocke, et elle fait des cellules adipeuses, et ces cellules adipeuses, elles disparaissent pas. Donc là, je suis toujours dans on commence à comprendre, enfin,
je vous raconte ma vie, hein, à la fin quelques décennies où tu passes de l'observation en se disant mais pourquoi les vaches font plus que de veaux? Pourquoi il y a tant de gens qui sont diabétiques, obèses? Évidemment, tu as envie de gratter, tu as envie de comprendre. Et là, pour commencer le chapitre comprendre, vous disiez dans l'introduction, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait, qu'on connaît les mécanismes. Moi, je vous remercie de l'invitation, j'ai toujours plaisir à le faire. On met beaucoup trop de temps à sortir la vérité des labos. Quand tu vas dans le monde des congrès scientifiques, tout le monde connaît tout le monde sait tout. Mais ça ne suffit pas de savoir. Il faut aussi essayer de faire partager quelques éléments quand ils sont consensuels, quand tout le monde est d'accord là-dessus. On a très envie de le faire partager. Et en 82, il y a donc une équipe qui reçoit un prix Nobel de médecine et de physiologie. C'est deux Suédois, Bergström et Samuel Ström, et un Anglais, John Vane. Ces gens-là ont un prix Nobel parce que 10 ans avant, donc ça remonte quand même à longtemps, ils ont découvert et expliqué la synthèse des prostaglandines. Alors je fais un petit saut dans le temps pour vous dire que les prostaglandines, on appelle ça des médiateurs cellulaires. Je trouve que le mot est joli. C'est un peu comme des hormones, des quasi-hormones. Et dans chaque cellule de notre corps, on découvre dans les années 60-70 qu'il y a des cellules qui agissent comme ça, un peu comme le frein et l'accélérateur, et qui vont réguler un peu la physiologie dans chaque cellule de notre corps. On en trouve qui sont pro-inflammatoires, d'autres qui sont anti-inflammatoires. On en trouve qui sont pro-agrégantes, c'est-à-dire qui vont favoriser la cicatrisation en gros. Et d'autres qui sont anti-agrégantes, qui vont favoriser la fluidité du sang. Et puis forcément on essaye de savoir, on trouve d'abord les premiers qui écrivent là-dessus disent c'est vachement bien fait, il y a une belle harmonie, le corps régule finalement avec ces molécules des excès, des carences, on appuie sur le frein, on appuie sur l'accélérateur. Et quand il y a un bon équilibre entre ces prostaglandines et ces autres médiateurs cellulaires, eh ben on conduit en souplesse et tout se passe bien. Et puis, ces Suédois et ces Anglais essayent de comprendre comment c'est fabriqué, parce que c'est vachement important. C'est l'harmonie du corps qui dépend des quantités de ces types de prostaglandines ou d'autres médiateurs cellulaires. Ils essayent de comprendre ça, et puis quand on lit leurs travaux, on voit qu'ils sont très surpris. Parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'on ne sait pas fabriquer ces molécules-là, ou leurs précurseurs, et qu'on est complètement dépendant pour avoir la molécule frein et la molécule accélérateur de l'harmonie de ce qu'on a dans l'assiette. C'est-à-dire que, comment dire ça, dans le corps, des hormones qui ont des effets antagonistes, il y en a. Il y a le glucagon et l'insuline, il y a des molécules, mais généralement on sait les fabriquer. L'insuline et le glucagon, le pancréas, il fabrique ça très bien. Mais là, les prostaglandines, les thromboxanes et le leucotriène, ces médiateurs cellulaires qu'on découvre dans les années 70, on découvre aussi qu'on ne sait pas les fabriquer, qu'on a besoin de précurseurs, et que ces précurseurs, ils viennent de l'extérieur du corps. Et ces précurseurs, ils s'appellent des oméga 6 ou des oméga 3. Il y en a un qui va donner toute la famille accélérateur, et l'autre qui va donner toute la famille qui appuie sur le frein. Et bon, ça, jusque-là, c'est de la biochimie. Là où ça devient de l'agriculture et là où on voit un signe entre ce qui se passe dans les maladies de civilisation qui se développent et puis ce qui se passe dans les paysages qui changent, c'est que les cultures les plus riches en oméga 6, c'est le maïs, le soja, le tournesol. Que les cultures les plus riches en oméga 3, c'est l'herbe, la luzerne, le lin, le lupin. En gros, toutes les cultures qui ont couvert la planète depuis un demi-siècle, elles sont riches en oméga 6. Ces oméga 6, quand on les mange, ils vont donner des molécules pro-inflammatoires, pro-agrégantes. Elles vont favoriser toutes les maladies inflammatoires, elles vont favoriser tous les problèmes cardiovasculaires en excès, quand il y en a trop, parce qu'on a besoin de l'accélérateur. Mais il ne faut pas écraser le pied sur la pédale. Les oméga 3, c'est toutes ces cultures-là, de la luzerne au lin et à l'herbe, au trèfle, au sainfoin, etc. Toutes ces cultures qui ont disparu, toutes celles qu'on voyait dans les champs à l'époque, quand j'étais gamin, qui disparaissent et qui amènent plus la quantité d'oméga 3 pour freiner dans chaque cellule de notre corps. Ça, c'est un prix Nobel en 1982. En 1986, il y a un chercheur américain qui n'est pas prix Nobel, il s'appelle William Lanz, qui publie un bouquin qui s'appelle Oméga 3 et santé, et qui écrit il faut faire attention parce qu'on est en train de changer nos chaînes alimentaires, et si on ne rétablit pas l'équilibre dans les champs, un jour on ira chercher à la pharmacie de quoi corriger les déséquilibres dans les champs.
C'est joliment dit. Malheureusement, c'était terriblement prophétique. Quand je vous disais que les oméga-6 sont pro-inflammatoires, que les oméga-3 sont anti-inflammatoires, pro-inflammatoire, quand on mange trop de pro-inflammatoire, on doit prendre, maintenant on raisonne médicaments, on raisonne plus alimentation, parce que c'est bien la pharmacie ou l'excès de pharmacie qui a gagné. On se dit, il faut des médicaments anti-inflammatoires. Et des médicaments anti-inflammatoires, l'aspirine, l'Advil, l'ibuprofène, vous en avez tous plein vos pharmacies, parce qu'on a un excès d'oméga-6 dans l'assiette. Donc quand William Lanz disait en 86, c'est la pharmacie qui ira soigner dans nos corps les excès et les déséquilibres qu'on est en train de créer dans nos champs, je pense que déficit de la Sécu à l'appui, il avait raison. Et à partir de là, juste un mot sur l'inflammation, parce que c'est un mot que j'emploie souvent. L'inflammation, c'est un mécanisme important. On a terriblement besoin d'inflammation pour lutter contre des agressions extérieures. Les oméga-6, c'est pas mauvais. Comme les oméga-3, c'est pas spécialement bon. Ce qu'il y a d'important, c'est l'équilibre. C'est qu'il faut le frein et l'accélérateur. Et l'inflammation, c'est donc un mécanisme de défense du corps contre une agression extérieure. Par contre, quand il y a en permanence trop d'agents pro-inflammatoires comme ces oméga-6, le corps il finit par lutter contre l'inflammation en envoyant des agents anti-inflammation qui tirent sur les tissus infectés, qui tirent sur les agents de l'agression extérieure, mais qui finissent par tirer sur le corps lui-même. Et l'excès d'inflammation crée des maladies qu'on appelle des maladies inflammatoires. Alors si vous vous intéressez un peu à ça, petit à petit, il y a le puzzle qui apparaît, parce qu'on se rend compte que toutes ces maladies de civilisation apparues depuis un demi-siècle, c'est des maladies qu'on appelle maintenant aussi des maladies dites inflammatoires à bas grade. C'est-à-dire des maladies qui naissent dans un corps inflammé, parce qu'avec trop d'inflammation en permanence. Donc, voilà un peu l'observer, le comprendre. Pour finir, je regarde si j'oublie rien. Si, j'oubliais quelque chose. C'est quand même que ces 50 ans où on a passé, je suis encore entre l'observation et le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des chaînes alimentaires comme ça, des chaînes alimentaires basées sur les monocultures? C'est pas parce que quelqu'un, il y a 60 ans, a dit on va empoisonner le monde pour vendre des anti-inflammatoires. C'est évidemment beaucoup plus insidieux. Il y a eu un objectif de la politique agricole commune dès qu'elle s'est mise en place, et dès le plan Marshall d'ailleurs après-guerre, qui était de dire il faut baisser le budget de l'alimentation chez les Français, le but de la PAC, tout à fait avoué et noble d'ailleurs à l'époque, dire il faut baisser le budget de l'alimentation pour que les gens aient de l'argent pour acheter plein d'autres choses. On a réussi, mais alors je pense au-delà des espérances les plus folles des gens qui émettaient ces idées-là. Aujourd'hui, on se nourrit un petit peu quand on a payé le dernier téléphone portable ou la dernière console de jeu. J'exagère un peu, mais j'exagère beaucoup même, mais il y a un peu de ça. Le budget de l'alimentation qui était, là aussi j'ai pas forcément les chiffres en tête, mais je pense qu'il devait être autour de 50% dans l'après-guerre. Il est descendu assez rapidement pour atteindre maintenant en France 13% du budget des familles. Quand vous regardez les courbes du budget de l'alimentation, quand vous regardez les courbes du budget des dépenses d'un foyer français, vous voyez des choses qui montent. C'est la santé, c'est les loisirs, c'est les logements, c'est les transports aussi. Vous voyez des choses qui sont stables, et puis vous voyez un truc qui s'écroule complètement, c'est le budget de l'alimentation. Mais c'est vraiment des courbes comme ça. Ça a libéré de la place pour autre chose, mais quand ça commence à libérer de la place pour qu'on soit obligé d'acheter des médicaments, il y a un film, vous parliez du film Nos enfants nous accuseront, là. Il y a un film qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est un film qui s'appelle Food Inc. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film où on voit à un moment une famille mexicaine où ils sont tous diabétiques. Une famille mexicaine aux États-Unis, ils sont tous diabétiques et on les voit dans un supermarché et on les voit se nourrir uniquement de hamburgers au premier prix et de trucs pas très ragoûtants. Et quand on leur dit mais pourquoi vous achetez pas des légumes ou des trucs un peu plus sains, ils disent on peut pas parce qu'il faut qu'on garde de l'argent pour acheter les médicaments. Mais c'est triste, mais c'est tout à fait vrai. Je pense que ça fait partie du paysage. Le budget de l'alimentation qui est de 13% chez nous, il est de 10% je crois en Angleterre, et il est à moins de 10, je crois qu'il est à 7% aux États-Unis. Et cette course à la baisse du budget alimentaire, fatalement il a fallu l'organiser. Ça s'est pas fait comme ça.
Ça s'est fait en organisant des chaînes alimentaires de masse. Et les monocultures, c'est le produit de cette volonté de premier prix, et encore moins cher que moins cher. Et puis on arrive à des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est cette volonté de baisser le budget alimentaire, qui était encore une fois tout à fait louable. Je pense que la nutrition, c'est une science formidable. Parce qu'en nutrition, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses. Il n'y a que des excès et des carences. Et des équilibres. Baisser le budget de l'alimentation pour pouvoir se payer des loisirs, des vacances, c'est très bien. Mais baisser à un niveau où on peut nourrir la baisse que de monoculture et d'une alimentation qui nourrit les maladies, ça par contre c'est dramatique. Moi, le livre, mon 3e livre, là, je raconte ça à ce moment-là, mais mon éditeur là, qui s'appelle Plomb m'avait appelé au moment de la crise des lasagnes au cheval, là. Une crise, une autre, une 3e, et m'a dit tu veux pas écrire un bouquin là-dessus? Je dis non, c'est pour mon boulot, je suis pas journaliste d'investigation, je connais pas bien le dossier, j'écrirai pas un bouquin là-dessus. Et puis merci. Et puis je l'ai rappelé, je lui ai dit écoute, j'écrirai bien un bouquin en lien avec ça, pas pour expliquer la crise, je m'en fous, c'est pas mon problème. Puis il y a la télé, il y a plein de journaux qui en parlent. Par contre, je veux bien expliquer le moteur. Pourquoi des gens finissent par mettre du cheval roumain à la place de bœuf dans des lasagnes? Parce qu'il y a un chiffre qui m'avait complètement frappé, c'est que ces lasagnes qui étaient vendues entre, je sais plus, 8-9 euros le kilo, si on remplaçait tout le bœuf par du cheval, on gagnait 5 centimes du kilo. Alors tu te dis, mais aller nourrir évidemment, c'est la guerre des prix, c'est les enseignes qui se battent entre elles, il faut faire moins cher, il faut faire une promo. Ça veut dire qu'on en aura d'autres. Tant qu'on ne comprend pas le mécanisme et tant qu'on n'essaye pas de lutter contre, eh ben, on aura d'autres crises. Il y a suffisamment d'imagination pour nourrir les premiers prix, pour penser qu'on en aura d'autres, parce que c'est ce mécanisme de baisse continue qui fait qu'au bout d'un moment, c'est bien de baisser le budget alimentaire. À un moment, il faut arrêter parce que la qualité, ça a un prix. Alors, je sais pas combien de temps je vais aller au bout. Voilà, la 3e partie, c'est agir. Je veux dire, quand on a compris tout ça, il y a un truc qui m'avait marqué une fois, c'était le directeur d'une entreprise agroalimentaire qui avait engagé toute sa boîte à changer le mode de production du lait. C'était une laiterie. Et qui disait, il avait regardé avec moi d'ailleurs les résultats de 2 études cliniques qu'on avait fait à l'époque, et il m'avait dit, en reposant le truc, il m'a dit, tu sais, maintenant qu'on sait, on peut pas se comporter comme si on savait pas. Et je pense c'est pour ça tout à l'heure que j'ai envie que ça aille plus vite entre les labos scientifiques où tout le monde sait, et puis la vie de tous les jours où les gens savent pas, et où on continue à agir comme si on ne savait pas, que je rends hommage à ce gars-là, qui avait dit quand on sait, on ne peut pas se comporter comme si on ne savait pas. Alors moi, ce que je vous raconte en une demi-heure, là, c'est évidemment 2 ou 3 décennies de ma vie. Ma femme qui est là dit souvent que je suis un peu monomaniaque, parce que que ce soit ma vie privée, professionnelle ou associative, j'ai toujours un peu les mêmes thèmes, parce que j'ai très envie de faire partager ça. On a essayé d'agir à notre façon. En 2000, comme tu as dit, on a créé une association qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, où on a essayé de réunir. C'est pas une association qui clive. C'est pas une association où on se dit toi t'es bien parce que tu produis selon tel cahier des charges et toi t'es méchant parce que non. Il y a des bio comme il y a des intensifs reconvertis, comme il y a des gens qui sont dans des productions entre les deux, type Label Rouge, etc., etc. Mais on essaye d'avancer sur un chemin qui est celui de la meilleure nutrition, sur une logique de plan de progrès, en disant la nutrition, ça ne se partage pas. On a fait 5 études cliniques, on a publié, moi j'ai co-signé, je pense, une bonne centaine d'articles dans la presse scientifique à comité de lecture sur ces thèmes-là. Et au bout d'un moment, on se dit, on a envie que ça change un peu et que les choses avancent. Alors si elles avancent un petit peu, c'est pas grave, mais il faut qu'elles avancent pas à pas, avec un idéal bien sûr, d'arriver au bout d'un moment à quelque chose qui soit parfait. C'est comme quand les Américains disent on va aller sur Mars, ils iront peut-être pas sur Mars, mais ils disent on va découvrir plein de choses sur la route. C'est ça un peu l'idée, c'est une logique de petits pas, mais commencer à bouger, parce que la pire des choses, ce serait de rien faire.
Et donc cette association, elle repose sur une logique d'obligation de résultat, de mesure, de s'obliger à regarder ce qu'on produit, qu'il s'agisse d'une graine, qu'il s'agisse d'un lait, qu'il s'agisse d'un œuf, etc. Et qu'on s'oblige à regarder, qu'on se dise ça c'est produit de telle façon, ça c'est pas produit d'une bonne façon. Et si c'est produit d'une façon qui correspond au cahier des charges, ça se voit dans le produit. Ça se lit, je vous parlais de ces oméga 6 et ces oméga 3. Biochimiquement, c'est pas une leçon de biochimie. C'est un lien entre le mode de production et puis la qualité d'un produit. Si ma poule elle mange des graines de lin et qu'elle mange de l'herbe, j'aurai des oméga 3 dans l'œuf parce qu'elle les aura puisées dans l'herbe et dans le lin pour les mettre dans l'œuf. Si elle n'en mange pas, si elle mange du maïs et du soja, j'aurai des oméga 6 dans l'œuf. C'est-à-dire que je sais voir dans l'œuf ce que la poule a mangé, ce qui est quand même assez fort. Après, c'est ça qui m'intéresse. C'est pareil pour le lait, c'est pareil. Alors on vit une époque qui n'est pas forcément mauvaise parce que la science avance. Je me suis amusé dans ce bouquin-là à écrire un chapitre sur la mesure de la qualité, en disant demain, avec des techniques qui s'appellent la spectroscopie infrarouge, on arrive à avoir l'empreinte d'un produit de façon très rapide, et peut-être que cette empreinte, on saura la mesurer peut-être un jour avec un téléphone portable. Peut-être qu'un jour, on ira dans un magasin et dire tiens, cet œuf-là, il vient d'une poule qui a mangé de l'herbe et du lin. Ou peut-être que cette viande-là, elle vient d'un animal qui a eu du bien-être dans sa vie, etc. Donc j'écris ça comme, pas tout à fait un truc de science-fiction, mais quand même comme... Et puis quelqu'un me dit, dis donc, ton truc là, j'ai vu dans un journal qu'il y a une boîte qui fait ça au Canada, et puis une autre qui fait ça en Israël. Je dis, ah bon, on va voir sur Internet, on prend contact avec les gens, et on voit que ça existe déjà, qu'il y a 3-4 pays dans le monde où il y a des gens qui développent ces petits appareils, qu'on sait s'en servir, et puis qu'un jour ou l'autre, on saura mesurer ça. Alors je vais sans doute m'arrêter là, pour laisser la place à la discussion. Juste pour dire que la mesure de ce qu'on peut faire, vous l'avez dit dans l'introduction, que le Blanquer, on a été reconnu par c'était le ministère de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement. Donc on a passé des comités d'experts pour mesurer l'impact de la démarche sur des paramètres de santé publique, d'environnement, etc. Alors il y a un point important, parce que là je ne peux pas le passer sous silence, c'est que moi, ma démarche, elle a commencé comme une démarche de nutrition. L'environnement, c'était pas mon truc. Je voyais pas... Puis petit à petit, plus on débobine, plus on déroule, on se rend compte que tout ça, c'est lié. Que quand tu améliores l'un, quand tu parles de diversité dans les champs, quand tu dis, tiens, vaudrait mieux cultiver des protéines, si on cultivait plus de protéines ici, plus de pois, de lupins, de févrole, on aurait moins besoin d'aller chercher du soja au Brésil et de déforester la forêt brésilienne. Et puis on se rend compte que petit à petit, il y a un lien qui apparaît entre santé et environnement, et puis que ce lien, au fil du temps, il est de plus en plus fort, et puis qu'on sait le mesurer, et puis qu'une vache qui mange de l'herbe et du lin, ça dégage moins de gaz à effet de serre, de méthane, qu'une vache qui mange du maïs et du soja, etc., etc. Et que si toutes ces cultures riches en oméga 3 ont disparu, c'est qu'elles ont été remplacées par des cultures riches en oméga 6, c'est pas le hasard, c'est parce que c'est des cultures, ce maïs, ce soja plus productives, le palme aussi dans son genre qui est pas mal non plus productive, mais beaucoup plus consommatrice d'intrants chimiques pour continuer à rester tous les ans sur la même parcelle. Donc petit à petit, on voit apparaître un lien entre nutrition, bien-être animal, environnement, santé des gens, et puis au bout d'un moment, ça vous crève les yeux, parce que il y a un lien, il est fort, il existe. Il n'y a pas une solution pour l'environnement, une autre pour la santé, une troisième pour le bien-être animal ou pour le local, etc. Quand on rencontre des gens de marketing, ils vous disent, bon alors, produit Bleu Blanquer, où est-ce que je vais mettre ça? Parce que moi j'ai un rayon pour l'environnement, un autre pour la qualité organoleptique, pour les bons produits, un quatrième pour le local, un cinquième... Alors dit, nous on aimerait être vous arrêtez ça. Les gens ont besoin de tout ça. Peut-être qu'il y aller à petits pas, par petites doses, mais on a besoin de tout à la fois. On se nourrit, ça va être un peu ma conclusion, on se nourrit de tout ça. On se nourrit pas de calories. On se nourrit pas que de calories ou de protéines ou d'acides aminés. C'est encore l'occasion de rendre hommage au biochimiste là, qui dit la personne qui m'a le plus appris en nutrition, c'est ma grand-mère. On se nourrit d'équilibre, on se nourrit de liens au sol, on se nourrit des animaux qui nous ont nourris. Et s'ils sont en bonne santé, ils nous le rendront bien.
C'est pas un slogan marketing, c'est quelque chose qu'on a mesuré, démontré. Et tout ça se met en marche et quelque part, je suis content de tout ça. Ah oui, puis je voulais dire que parce que j'avais commencé à parler des reconnaissances de l'État, elles s'expriment dans des compteurs dont on a fait valider le mode de calcul et qui permettent de dire, bah tiens, cette année, avec ce qu'on a changé dans les champs, dans les auges, etc., on a ramené dans la chaîne alimentaire, je sais pas, quelques centaines de tonnes d'oméga 3, par exemple. Ben, quand vous voyez que vous achetez ça en gélule, des fois à 1 demi-gramme, quand tu ramènes quelques centaines de tonnes qui ont été puisées à l'herbe d'un pâturage, à un champ de luzerne ou à un champ de lin, ben, t'es content. On a validé qu'on a ramené aussi dans la chaîne alimentaire quelques milliers de tonnes de graisses saturées en moins, parce que ces animaux qu'on nourrit comme ça, ils produisent plus d'oméga 3, mais aussi moins de graisses saturées, ou certaines graisses saturées qui sont en excès et qui du coup sont pas très bonnes, qu'on a dégagé dans l'atmosphère tant de dizaines de milliers, de centaines de milliers de tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 en moins, d'après des calculs qu'on a fait valider par les gens des Nations Unies, là, de la commission de Kyoto. Eh ben, on est content, puis on a très envie de continuer et de continuer à partager tout ça. Voilà, je m'arrête là. Merci.